Bonjour à tous. Donc, je prépare une vidéo sur les temps optimaux pour les durées de pause et les températures de refroidissement pour les sensors, pour les caméras refroidies, parce que sur les forums, sur les différentes chaînes que j'ai pu regarder, il y a un peu tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Et souvent, les gens donnent leurs impressions basées sur leur compréhension de la chose ou sur leurs intuitions, mais on est parfois très loin de la réalité. C'est-à-dire que dépendamment de votre caméra, dépendamment de son bruit, de la qualité de votre ciel, les durées d'exposition optimales et les températures de refroidissement souhaitables vont varier, et on est souvent très surpris, de voir le peu de refroidissement nécessaire, lorsque, par exemple, on est dans un ciel très pollué. Donc, je voulais clarifier tout ça, comment essayer de clarifier tout ça, mais je me suis rendu compte en préparant ma vidéo que s'il n'y a pas une introduction sur comment comprendre les informations fournies par les manufacturiers de caméras, ça fait une vidéo assez dense et assez compliquée à comprendre. Donc, je vais faire une partie 1 où on va s'attarder sur comment interpréter les informations fournies par les manufacturiers. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de comprendre les différents éléments, savoir lesquels sont importants, comment les lire et comment interpréter tout ça pour, dans une deuxième phase, pouvoir appliquer ça à nos conditions et à notre setup. Donc, première étape, on va débuter par comment interpréter nos données manufacturières. Toute première chose à faire, on va aller chercher les informations de notre caméra. Donc, ce que je vais prendre comme exemple, c'est la caméra que j'utilise est une des caméras les plus utilisées. Euh, et la présentation faite sur le site de ZWO, pour ne pas les nommer, va être la même pour toutes leurs caméras. Donc, comme c'est un manufacturier majeur, ça va déjà couvrir une bonne partie de l'information. Donc, quand on arrive sur la page de la caméra, ici, la 2600 mm et MC, les deux ont un sensor commun. Donc, les deux sont regroupés sur la même page. Lorsqu'on descend, on voit ces informations-là. Donc, si on n'est pas habitué, QE, Full Well, Read Noise, ça parle pas forcément d'entrée de jeu quand c'est présenté comme ça. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va tenter de clarifier, et on va aussi s'assurer de bien comprendre les graphiques qui sont donnés plus bas ici. Donc, sur le Full Well, sur le gain, sur la plage dynamique et sur le Read Noise. Donc, on voit des courbes des fois avec des changements abrupts, des courbes plus smooth, certaines avec des échelles qui peuvent paraître un peu bizarres, qui sont pas linéaires. Donc, on va clarifier tout ça. J'ai fait une impression d'écran des informations fournies par le manufacturier ZWO. On va les passer un par un en revue et expliquer un peu ce que chacun représente. Sur le premier, on s'attardera pas trop. Ça prendrait probablement une vidéo complète pour expliquer en détail ce que c'est le CMOS. Tout ce qu'on va dire, c'est que cette information sur le type de sensor ou sur le modèle de sensor utilisé peut être utile si vous faites du traitement avancé dans PixInsight. Vous allez voir que certains process ou certains scripts peuvent vous le demander, comme par exemple pour la spectrophotométrie, la calibration du flux. Vous voyez ici qu'en indiquant quel sensor vous utilisez, le PixInsight, le process, va directement prendre en compte le QE, donc le Quantum Efficiency, qu'on va expliquer juste après. Donc, je voulais juste indiquer que cette information, parfois, va vous être utile dans PixInsight.
Donc c'est à peu près la seule chose que je veux mentionner sur le type de sensor. APS-C, tout le monde connaît l'appellation, beaucoup de monde, disons, connaît l'appellation. Petite anecdote, le C de APS-C ne veut pas dire crop, il veut dire classique. Donc, c'est hérité du temps de la photo argentique. APS-C, c'est Advanced Photo System. Et il y avait plusieurs formats que je vais vous juste montrer par intérêt. Donc, on avait le format APS-C, qui était le classique, donc qui est l'encadrement en verre, la taille standard. Donc, ici, en référence, le 35 mm full frame, c'est l'encadré noir que l'on a ici. On avait aussi le format haute définition, le format H, et le format panoramique. Donc ici en bleu, format panoramique. Donc ça, c'est hérité du temps des films en ruban. Donc c'est un add-on que le terme classique et le terme crop représentent le même dimensionnement, mais c'est pas, le C ne veut pas dire crop. La résolution, c'est le nombre de pixels qu'on a longueur, largeur. Donc ici, on a le dimensionnement. Et si on utilise la taille du sensor et le nombre de pixels, donc la résolution, ça nous donne la taille des pixels. Donc un calcul très rapide. 23,5 mm. 1 mm, c'est 1000 microns. Donc on multiplie par 1000 pour avoir la dimension en microns, ce qui nous donne 23 500 microns sur la longueur. Et sur la longueur, on a 6248 pixels. Donc si on divise par 6248, on obtient des pixels de 3,76 microns, et c'est ce qui nous donne ici. Donc cette information-là, elle peut se retrouver à partir de ces informations-là, mais ça nous évite de faire des calculs. ADC, donc ADC 16 bits. ADC, c'est le convertisseur qui transforme l'analogique en digital. Donc en des termes plus clairs, c'est quoi? Ça transforme la charge électrique qui a été emmagasinée par le pixel en nombre, donc en nuances sur l'image. Le 16 bits, ce que ça nous donne, c'est le nombre de nuances disponibles. Donc là, on a besoin d'un petit tableau de support pour aider à comprendre. Donc quand on a n bits, on a 2 puissance n nuances. Pour les plus anciens qui ont connu les ordinateurs au siècle dernier, on parlait souvent de 8 bits. Donc 8 bits, ça donne un n de 8, c'est-à-dire 2 puissance 8, 256 nuances. Donc ça, c'est le chiffre magique de l'octet. On avait dans le temps des ordinateurs qui avaient 256 nuances ou 256 couleurs pour pouvoir les coder sur un octet. On est, je dirais, heureusement rendu loin de là. Aujourd'hui, on va parler de caméras avec des plages dynamiques de 12, 14 ou 16 bits. Mais on voit que comme c'est en puissance de 2, là, ça se démultiplie d'une façon astronomique dès qu'on passe de l'un à l'autre. Donc en 12 bits, on a 2 puissance 12 qui est 4096 nuances. On voit que pour 14 bits, en multipliant par puissance 4, plutôt, excusez-moi, quand on le passe au carré, donc on passe de 12, N12 à N14, on arrive à 16 384 nuances. Et les nouvelles caméras, comme celle-ci, comme la 2600, sont en 16 bits théoriques. On va voir pourquoi après peut-être. Donc 16 bits, c'est 2 puissance 16, ça donne 65 000 nuances. Dans sa fiche technique, ZWO donne une façon de représenter un peu ça. Je ne sais pas si ça va paraître au travers de YouTube, mais si on zoome un peu, on voit déjà qu'en 14 bits, on peut voir plus de variations que dans le 16. Bon, là, ça reste aussi approximatif, mais en gros, là, ça nous dit qu'on va pouvoir différencier beaucoup plus des pixels quand on est en 16 bits qu'en 14 bits, parce qu'on passe par un facteur 4, on multiplie par un facteur 4 le nombre de bits disponibles, donc de puissance 2. FPS, le FPS, c'est le nombre de frames, donc d'images par seconde, frame per second.
Dans le cas de celle-ci, on est à 14,3. Donc ça nous indique que c'est une caméra qui va être utilisée pour le ciel profond, mais les gens qui font du planétaire ou qui font du Loci imaging, qui est une technique où on prend beaucoup d'images pour essayer de contrecarrer les perturbations de l'atmosphère, un peu comme les gens qui font du planétaire. C'est pas quelque chose que je connais beaucoup, mais en quelques mots, ça se résume à ça. Donc une caméra qui est capable de donner 14 images par seconde, elle ne sera pas utilisée ni par les gens qui font du planétaire, ni par les gens qui veulent prendre des images en rafale. C'est vraiment des caméras qui sont dédiées au ciel profond en pose longue. À titre comparatif, on va fermer ça, déplacer. Titre comparatif, ici, j'ai sorti les informations d'une caméra qui est plus dédiée pour le planétaire. De mémoire, je pense que c'est la 662 de ZWO. On voit ici que le taux d'images par seconde, on est à 107. De ce que j'ai entendu, au-delà de 50, on commence à être confortable. Donc celle-là, elle serait parfaite pour une application en planétaire, pas la 2600. Donc cette information-là, ça va aussi vous permettre de déterminer si la caméra que vous regardez est un choix approprié pour ce que vous voulez faire. Si vous dites, moi, je veux faire autant du planétaire que de la pose longue, c'est peut-être pas la 2600 que je choisirais. Là, ça vaut la peine de regarder ce paramètre-là. Pour les gens qui font que du ciel profond en pose longue, le FPS n'a aucun intérêt. Ensuite, paramètre important, le QE. L'acronyme veut dire Quantum Efficiency. Et puis Quantum, avant que ça fasse peur à certaines personnes, on va avoir ce terme-là qui va souvent revenir quand on va parler de lumière ou d'électrons. Ça veut juste dire que ça marche par paquet. La lumière, finalement, les photons ont des énergies non pas sur une plage linéaire continue, mais ils fonctionnent avec des paquets d'énergie discrets, donc avec des valeurs spécifiques. Donc tout ce qui est par paquet, qu'on appelle des quanta, le terme consacré, c'est quantique. Donc, dès qu'on va avoir quanta quantique, ça veut juste dire que c'est relié à la lumière, de grosso modo. Donc, il ne faut pas vraiment s'attarder sur ce terme-là, surtout pas en avoir peur. Donc, qu'est-ce que ça donne le rendement quantique? Ça donne le pourcentage de photons qui sont détectables par rapport à la quantité qui est reçue. Donc, on reçoit une quantité de photons, on en reçoit 100. Il y en a quel pourcentage qui vont être transformés en signal et qui vont devenir des électrons détectables? C'est le rendement quantique qui nous le dit. Donc, dans ce cas-ci, ce que ZWO nous annonce, c'est que pour cette caméra-là, ils nous disent l'efficacité, le rendement est de 91%. Je suis un peu sceptique sur la façon dont ils l'ont écrit. En fait, ils auraient dû, pour être transparent, écrire l'efficacité quantique maximum ou pic, parce qu'on va voir que c'est pas constant sur toute la plage du visible, ou même si on déborde un peu entre le UV et l'infrarouge. Ça, c'est purement pour des raisons physiques. Mais quand on voit ça, on pourrait se dire, tiens, ma caméra, là, quand elle reçoit 10 photons, elle en utilise 9. Elle en utilise 9 dans la zone du vert parce qu'il y a des limitations purement physiques à cette chose-là. Ça, c'est le graphique qui est fourni sur la page de ZWO, où ici, ils font bien attention de dire que le pic, la valeur pic de l'efficacité quantique, donc du rendement, est de 91%. Et on voit que ce rendement-là va être vers le bleu-vert. Et ça, c'est normal, c'est uniquement relié au fait qu'on utilise du silicium et que les photons ont différentes énergies et vont interagir par rapport à leur énergie différemment avec le silicium. Et ce n'est pas directement relié à la quantité d'énergie transportée par le photon. Donc, les photons, plus ils ont une petite longueur d'onde, donc ça, c'est en nanomètres, c'est la longueur d'onde,
plus ils ont de petites longueurs d'onde, plus ils ont une grande énergie. Mais là, on rentre vraiment dans des concepts poussés de mécanique quantique. Ça va pas leur donner c'est pas une force que ça leur donne de pénétrer et de forcer le signal. Ça va leur donner une probabilité de réagir. Et le problème, c'est que plus ils ont d'énergie, plus ils vont réagir en surface. Et en surface de cristaux, on va avoir des imperfections. Donc là, je schématise, je résume, je vulgarise. On va avoir des imperfections, on va avoir des dislocations, on va avoir différentes choses qui vont faire qu'il y a des électrons qui vont se recombiner et qui vont pas être utilisés comme une information lumineuse. Et ça va arriver avec les électrons les plus énergétiques, qui sont les bleus. Et c'est pour ça qu'on a une chute ici. Malgré que les électrons, les photons bleus sont plus énergétiques que les verts ou les rouges, on n'a pas une continuation d'augmentation de l'efficacité quantique. On a une chute parce qu'il va y avoir des pertes intrinsèques au matériel. Donc, la valeur maximum qui est donnée, c'est toujours dans la région du vert, bleu-vert. Et ça, c'est normal. Donc, vous allez toujours avoir ce déclin-là. Donc, il faut juste savoir que pour tout ce qui est le rouge et les couleurs qui tirent vers le rouge, l'efficacité quantique, donc la quantité d'électrons qui va effectivement être utilisée pour nous donner notre photo finale et nous donner des gradients, va être moins bonne dans le rouge que dans le vert. Encore une fois, j'aurais le goût de dire on n'est pas chanceux parce que, encore une fois, un peu comme avec la matrice de Bayer où on a 2 verts pour un bleu et un rouge, le vert, c'est généralement ce qu'on utilise le moins puisqu'il est le moins utile en astrophoto et c'est là que c'est le plus efficace. Donc, bon, il faut vivre avec, mais il faut le savoir, il faut juste comprendre que l'efficacité quantique n'est pas constante sur toute la plage. Le full well. Peut-être une dernière chose sur l'efficacité quantique avant de changer d'icône. Ça, c'est un paramètre qui est quand même très important à comprendre pour le point suivant. Lorsqu'on a une caméra avec une meilleure efficacité quantique, ça veut dire qu'on va retenir plus d'électrons utilisables qu'une caméra qui aurait une efficacité à 60. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça revient à avoir un entonnoir plus grand avec un récupérateur de lumière qui ne fuit pas. Je vais tenter une image. Si on prend un télescope avec une très grande ouverture, à 60 mm de diamètre, mais que notre caméra a une très mauvaise efficacité quantique, on va au final récupérer la même quantité de photons ou une quantité très proche de photons que si on a un télescope avec un diamètre plus petit, mais une caméra avec une plus grande efficacité quantique. Parce qu'au final, c'est ce qu'on va discuter en détail dans la prochaine vidéo, ce qui nous donne notre signal, c'est combien de photons on a transformés en électrons et combien de ces électrons on peut présenter sur notre image en nuances de gris ou en nuances de couleur. Donc, des fois, ça peut être très intéressant de se dire, si on veut faire un achat, est-ce que je suis mieux d'augmenter la taille de mon télescope, avoir un télescope d'un diamètre de X fois plus grand, ou je suis mieux de changer de caméra? Arrivé à certains seuils, la question peut se poser. Bon, c'est certain qu'aujourd'hui, toutes les caméras ont des très bons rendements quantiques, mais quand même, de façon conceptuelle, c'est important de comprendre que une caméra avec un très haut QE va avoir le même effet que de prendre un télescope avec un plus gros diamètre. Parce que dans les deux cas, on va capter plus de photons efficaces et donc on va les transformer en électrons et ça va être ça notre signal. Et c'est tout le but de l'astrophoto, c'est ça. C'est combien de photons on capte et de combien de ces photons-là sont transformés en électrons. Donc, je voulais juste préciser ce point-là. Maintenant, le full well. Donc, qu'est-ce que c'est le full well? Je pense qu'une traduction raisonnable, ce serait de dire la capacité de charge. En fait, c'est la capacité d'électrons maximum que peut
emmagasiner le pixel avant de saturer. Donc, KE, c'est des kiloélectrons, donc ça veut dire 73 000 électrons. Comme beaucoup de monde commence par la photo traditionnelle, lorsqu'on arrive à saturation de la capacité de charge, sur un histogramme de photo classique, ça serait le cas ici de droite, où est-ce qu'on vient brûler nos pixels, soit parce qu'on a fait une surexposition en montant trop l'ISO, ou ce qui revient à la même chose, de faire une exposition très longue. Donc finalement, ce que ça nous dit, c'est que pour arriver à faire du clipping, là, où est-ce qu'on est rendu à brûler le pixel, c'est-à-dire qu'à saturation, il est juste blanc, il faut emmagasiner 73 000 électrons dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Ça peut être en général beaucoup moins que ça. Mais le concept, c'est ça. Ça nous indique combien le capteur est capable de prendre au maximum d'électrons par pixel. Je disais, c'est le cas optimal parce que lorsqu'on regarde la documentation de ZWO sur leur fiche, sur leur page web, on a en bas de la page ces 4 graphiques-là. Et le full well, c'est le premier ici, donc on va se concentrer sur lui pour l'instant. Je voulais faire, c'est isolé. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'échelle de gauche ici, c'est pas une échelle linéaire. Vous voyez, quand on passe il y a autant de distance entre 100 et 1000 qu'entre 1000 et 10 000. Donc, c'est une échelle de type logarithmique. Donc, il faut faire bonne attention parce que quand on regarde à première vue la courbe, on se dit, OK, la charge que le pixel peut prendre diminue au fur et à mesure qu'on augmente le gain, mais ça a l'air de diminuer de façon linéaire. Donc, de façon constante. Là, quand on double le gain, mettons, on diminue par 2 la capacité de charge, mais je me suis amusé à le remettre en échelle linéaire, puis on va voir que c'est pas du tout ça. Donc, quand on est habitué à lire des graphes en échelle semi-logarithmique, on a la perception de ça, mais si vous êtes moins habitué, je pense que le remettre en échelle linéaire, ça donne une plus grande compréhension de la chose. En gros, ça vous dit le 73 000 kiloélectrons disponibles, c'est si vous mettez à gain 0. Mais si, comme on va voir plus tard, pour différentes considérations, vous mettez un gain de 100 ou autour de 100, là, l'effet marketing du 73 000 kiloélectrons, il vient de manger toute une débarque parce qu'on se rend compte qu'à un gain de 100, on est plutôt dans le 22-23 000 électrons avant saturation. Donc, on est pas mal loin du chiffre annoncé. Donc, encore une fois, c'est juste pour être au courant de ça. Ne pas se fier aveuglément à ces paramètres-là parce qu'on a l'impression qu'on a une bombe entre les mains. C'est quand même une très bonne caméra, mais si on regarde ça froidement puis on se dit, basé sur ce que je lis là, efficacité quantique de 91%, capacité de charge de 73 000 électrons par pixel, waouh, ça va faire des méchantes photos. Mais là, on se rend compte qu'OK, le QE, c'est dans le vert, qu'il a 91%, il est plutôt dans le 50, voire 40% dans le rouge. Et la charge maximum, la capacité de charge de 73 000 électrons, c'est uniquement si on se place à gain 0. Et on va voir dans la prochaine vidéo, pour des raisons, des considérations de bruit, etc., en général, puis de plage dynamique, on se place peut-être plus à 100. Donc là, ce paramètre-là, c'est pas lui. On a à peu près un tiers, voire moins, de la capacité optimale. Donc, je pense que c'est bien important de réaliser que c'est des échelles logarithmiques et que quand on le ramène en linéaire, c'est plus cette allure-là qu'à la courbe qu'une droite. Donc, à prendre en considération. La température de refroidissement, rien de bien particulier. Ça veut dire qu'avec la fan qui est intégrée, on est capable de baisser la température de 35 degrés par rapport à l'ambiant. DDR3 buffer, ça nous dit que la mémoire tampon utilisée, elle est de très bonne qualité. Là. DDR3, c'est des taux de transfert astronomiques
en bits, en bits par seconde, en fait. Ça nous dit juste qu'on n'aura aucun problème de transfert et de buffer. USB, c'est le type de connexion, sans surprise. Et il nous reste le read noise à discuter. Qu'est-ce que le read noise? Donc, le, le bruit qui est directement relié à l'électronique de la caméra. Ce bruit-là est indépendant des conditions d'exposition. C'est vraiment le bruit qui est relié à l'électronique par les petites imperfections au niveau des circuits, au niveau des lectures, etc. Donc, c'est maintenant des valeurs quand même très basses. Et d'autant que, comme on peut le voir sur le graphique ici, qui est le quatrième, avec les nouvelles technologies, les manufacturiers sont capables de faire des ajustements. Donc ici, le HCG, c'est le High Conversion Gain. Donc quand on arrive à un gain de 100, il y a comme un changement qui est fait au sein de l'électronique. Et là, on voit qu'il y a une chute drastique du read noise. Donc, on va en parler en détail dans la prochaine vidéo, mais comme je mentionnais tout à l'heure, le le full well est à son maximum quand on est à des gains très bas. Donc là, il va y avoir un trade-off à faire, à savoir est-ce qu'on se met dans des gains plus bas avec un bruit de lecture plus haut pour avoir une capacité de collection de photons, de collection de photons pour, emmagasiner des électrons qui est au maximum de la capacité du capteur, ou est-ce qu'on se place à un gain autour de 100, un peu en haut de 100, pour minimiser le bruit de lecture, mais par contre, perdre en capacité de remplissage des pixels au niveau des électrons. Donc, c'est tout ça qu'on va discuter lors de la prochaine vidéo. On va parler en détail des différents types de bruit, donc le shot noise, qui est traduit, en français par bruit quantique en général. Donc le bruit aléatoire, le random noise, le read noise dont on vient de parler et puis, le dernier, mais non le moindre, le thermal noise et puis on va voir la relation entre le bruit thermique et la pollution lumineuse ambiante de l'endroit où on prend nos photos. Et on va voir que plutôt que de refroidir les caméras à des températures insensées, selon la qualité du ciel, c'est des fois absolument inutile. Et ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont en nomade. Des fois, on draine la batterie avec le refroidissement de la caméra et majoritairement, dans la majorité des cas, c'est absolument, inutile, parce qu'on va voir que les ratios entre l'erreur, disons, reliée à la pollution lumineuse versus l'erreur due au bruit thermique, le pourcentage d'impact du bruit thermique est négligeable et on verra comment le calculer, en fonction de son équipement, de ses conditions de, donc de pollution lumineuse ambiante et ça vous permettra de déterminer, bon, ben, jusqu'à combien je veux descendre et en fait, jusqu'à combien je dois descendre, puis au-delà de quelle valeur c'est du luxe. Donc, est-ce que je préfère ménager ma batterie, pour le reste de la nuit ou est-ce que je considère que pour moi, c'est important de descendre aussi bas? Donc voilà, toutes ces choses-là, on va les discuter dans la prochaine vidéo. Là, pour cette fois-ci, on a fait le tour de toutes les caractéristiques du manufacturier et maintenant qu'on a une bonne compréhension de tous ces éléments-là, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur dans l'aspect scientifique. Donc, en espérant que ça vous apporte quelques informations et au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo. Bye!